aux organisateurs de ce colloque, parce que c'est l'occasion de nous rencontrer et de travailler sur des périodes différentes, à savoir des périodes qui remontent jusqu'à l'âge du bronze, par exemple jusqu'au deuxième millénaire, en venant jusqu'à l'époque romaine, sachant que, j'en dirai quelques mots, eh bien, il est assez utile d'éclairer les périodes mutuellement afin d'en avoir une meilleure vision. Pourquoi? Parce que vous le savez, nous subissons, j'allais dire, une documentation qui est souvent trop limitée à notre goût. Alors, nous revenons un petit peu plus au nord-ouest d'une région qui vous est chère, à plusieurs, là, donc, pour parler de l'Anatolie, et une région située au sud du golfe de la Pamphylie, que vous avez donc ici. Et je vais évoquer donc un cirque montagneux, là, ici, qu'on appelle Frigiparoré, en rapport avec la montagne elle-même. Je la distingue, mais suite à Strabon, en fait, de la Phrygie pisidienne, qui serait plutôt celle qui est à l'intérieur des montagnes, ici. En l'occurrence, il s'agit d'un cirque montagneux qui est entouré par la chaîne du Karakoujda, ici, la chaîne du Sultanda, là, dont je reparlerai, et puis le massif de l'Anamazda, dont je reparlerai également, sachant qu'il y a une montagne qui a été présentée par mon collègue Guy Labarre tout à l'heure, à propos de Parlaïs, notamment près du lac des Irdir, qui est le Barlada ici. Ce sont des chaînes qui culminent à 2500 jusqu'à 2800 mètres et qui créent un espace tout à fait à part. La Phrygie pisidienne, que l'on distingue de la Frigiparoré depuis Strabon, donc, constitue véritablement un espace géographique et historique à part, ceint de chaînes de montagnes imposantes. J'en ai dit quelques mots. Ces régions s'organisent autour de grands lacs qui vous ont été présentés par mon collègue tout à l'heure. Le lac dit Limnei, même si on n'a pas de texte antérieur au XIe, XIIe siècle, hein, c'est le lac des Irdir, vous avez ici, et puis le lac de Baïchéir, dit lac Karalis, qui est, que vous voyez à peu près au centre là, de cette carte. Ce sont des espaces qui sont relativement accueillants, dans la mesure où des populations nomades, vraisemblablement depuis le néolithique, y viennent du mois de mai au mois d'octobre. Et c'est ce qui explique le développement de certains sanctuaires, dont le sanctuaire de Manas Kainos, même si on n'en a pas de traces avant la période hellénistique. On a des lieux de rassemblement qui sont manifestement pour des peuplades qui se déplaçaient de la plaine de Pamphylie ou qui venaient de la Lycaonie, de ce qu'on appelle la Galatie, ou le sud de la Phrygie, un peu plus à l'est. Ce sont des lieux particuliers. Non seulement parce qu'ils sont ceints de chaînes montagneuses, mais parce que vous verrez que nous avons affaire à des terroirs un peu exceptionnels, plutôt en altitude, on est à 1000-1200 mètres, à l'intérieur de ce cirque montagneux. Et il y a eu des luttes, visiblement, pour mettre la main sur ces terres, surtout lorsque les colons gréco-romains se sont présentés dans la région. Mais une autre particularité de la région, c'est d'être une région de rencontre entre les Pisidiens qui sont installés, on va dire à peu près jusqu'ici, avec une limite là qui est la chaîne de la Namazda. Au sud, donc, dans la région qu'on appelle la Pisidie, ce sont des louvitophones, ce que l'on en sait, et c'est une zone de contact avec les Phrygiens, qui sont installés plus au nord, dans les plaines en question, que je viens d'évoquer ici, la plaine qu'on appelle la plaine d'Antioche de Pisidie, qui est le nom d'une colonie séleucide qui deviendra une grande colonie augustéenne, et puis dans la plaine d'Apollonia, qui vous a été présentée un petit peu tout à l'heure également. C'est donc une entité multipartite, multiculturelle, à laquelle nous avons affaire, où vivaient donc les Pisidiens, louvitophones et les Phrygiens. Ils vivaient ensemble depuis la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Parmi la documentation exceptionnelle de la région, je crois qu'il faut mentionner les inscriptions néo-phrygiennes et les inscriptions néo-pisidiennes, parce que, ou plutôt pisidiennes, c'est mieux de le dire ainsi, parce qu'à l'époque romaine, alors une période qui peut vous sembler extrêmement tardive, vous qui êtes spécialiste plutôt des hautes périodes, mais entre la fin du 1er siècle de notre ère et le milieu du 3e siècle de notre ère, on trouve en fait des inscriptions qui sont exceptionnelles dans la mesure où les Phrygiens, on va dire, de la région réaccèdent à l'écrit, d'une certaine façon, avec une écriture publique, mais ce qui est une nouveauté, ce sont les Pisidiens qui accèdent, eux, pour la première fois à l'écrit au moment en fait, où leur culture est en train manifestement de disparaître pour toujours. Ces inscriptions pisidiennes là, qui datent
de l'époque impériale, si vous voulez. On les trouve, et c'est Claude Brix qui les publie. Il vient de publier, là, pas plus tard que ce mois-ci, la plus longue de ces inscriptions. Il y en a une quarantaine seulement. Elles sont toutes à peu près sur le territoire de l'antiquité de Timbriada, ici, dans la haute vallée de l'Eurymédon. Elles viennent toutes de ce territoire-là, territoire éminemment montagneux, qui contraste, comme vous le verrez tout à l'heure, avec les plaines plutôt accueillantes que je viens d'évoquer ici et ici. Évidemment, en quelques minutes, il est difficile de développer tous les toponymes qui peuvent exister dans la région, mais pour faire simple, on trouve bien sûr des toponymes gréco-romains, vous vous en doutez, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis des toponymes ou bien d'origine phrygienne, ou bien d'origine en partie louvite dans la région, et c'est tout à fait logique, bien sûr, avec ce que je viens d'évoquer. N'étant pas linguiste, mais plutôt historien épigraphiste des époques classiques, je me contenterai ici de quelques exemples régionaux en m'adressant à votre savoir pour les hautes périodes. Il y a des choses qui vous ont déjà été présentées aujourd'hui, notamment par Stéphane Le Breton et par Guy Labat. Ce sont des toponymes, notamment, par exemple, l'Antios. C'est un exemple qui me semble assez important, puisqu'on a un hydronyme qui apparaît, si vous voulez, tardivement, à partir de l'époque d'Antonin le Pieux, sur des monnaies romaines, si vous voulez, avec un dieu fleuve en posture, comme on trouve fréquemment dans les cités gréco-romaines d'Asie mineure. Et il se trouve que dans son livre sur l'Attique, Pausanias, au IIe siècle de notre ère, évoque l'œdème de Phlia, aujourd'hui Calandrie, au nord-est d'Athènes, où l'on pouvait avoir un certain nombre d'autels, dont celui d'un Dionysos Antios. Stéphane Le Breton l'a cité tout à l'heure. Eh bien, le passage nous dit quant à Phlia et à Myrinonthe, on trouve dans le premier des autels d'Apollon Dionysodotos et d'Artémis Célastphoros, de Dionysos Antios, des nymphes Isménides et de Gai, qu'ils appellent la grande déesse. Cela nous offre un repère, puisque on sait par Strabon, dans son livre 12, que les colons d'Antioche de Pisidie, qui ont fondé la cité donc, à peu près à l'époque de Séleucos Ier, eh bien, venaient, à ce que l'on en sait, de Magnésie du Méandre. Cela a été évoqué brièvement tout à l'heure. Et on a de bonnes raisons de croire que la culture attico-ionienne a été importée dans la région et a donné lieu à un certain nombre de toponymes comme celui-là. Antios est présenté comme une épiclèse de Dionysos, en fait, et l'on note bien que Pausanias présente Antios comme un surnom, en fait, en rapport avec les divinités qu'il cite également dans le passage que j'ai évoqué. Le terme de Antos se rapporte aux fleurs et a priori au printemps. C'est une grande époque de renouveau végétatif associée à Dionysos. Certains traduisent même Dionysos Antios par Dionysos fleuri. On note par ailleurs que le terme Antion se rapporte parfois à la source dans certains poèmes orphiques. Bref, il est clair que Dionysos jouait un rôle religieux central en Attique, bien sûr, mais aussi dans cette région-là. C'est quelque chose de tout à fait commun. On a par le passé rapproché Antios de Anteus, mais peut-être est-il plus justifié d'évoquer Antéas et le fils du fondateur Homélos, qui s'empara du char de Triptolème, l'inventeur mythique de l'agriculture, afin de semer et de mourir lors d'une chute de son char. C'est un thème que l'on retrouve également dans la plaine de Lamouc, qui a été évoquée tout à l'heure par Julien Devos. Et on retiendra en tout cas que la toponymie là, est très fortement marquée par un culte extrêmement populaire à l'époque hellénistique comme à l'époque romaine. Alors, quelques mots là, sur cette photographie à propos de la topographie de l'Antios. Vous retrouvez la chaîne du Sultanda que j'évoquais tout à l'heure, avec un toponyme que j'évoquerai brièvement, Akşehir, tout à l'heure. Ici, vous avez la localité actuelle de Yalvaç, c'est Antioche de Pisidie, la grande colonie. Et puis, vous pouvez deviner, en fait, le cours de l'Antios, ici, là. C'est un grand croissant, là, que l'on voit. Hein. Bon, on a des zones qui ne sont pas irriguées, comme en Mésopotamie, mais qui sont assez fertiles. Et donc, l'Antios va se jeter dans le grand lac qui vous a été présenté tout à l'heure et dont je vais reparler. Il y a un toponyme turc moderne que vous avez ici, là, dont je vais dire quelques mots, qui s'appelle Gelendost, qui est en quelque sorte auprès de l'estuaire de ce fleuve qu'on appelle l'Antios, qu'on retrouve sur les monnaies d'Antioche de Pisidie, qui avait mis la main, en fait, cette colonie avait mis la main sur à peu près la zone que je montre ici, là, une très belle zone fertile. S'il y a un toponyme contemporain assez frappant dans la région, c'est peut-être celui-là, Gelendost.
En dépit d'une turquification propre à l'histoire du pays au début du XXe siècle, on sait que la persistance toponymique se vérifie assez régulièrement en Anatolie, qui fut notamment un des berceaux d'une culture devenue hellénique. Avec Gelendost, on soupçonne naturellement la présence possible, hypothétique en tout cas, d'un mot grec ayant connu une altération. Or, si on regarde par exemple sur les cartes de Kiepert au XIXe siècle, on s'aperçoit que le toponyme donné par Kiepert est Gelendos, sans le T final, si vous voulez. Situé donc ici dans la basse vallée de l'Antios. Hésychus, le lexicographe, nous met sur la voie, en tout cas d'après moi, puisqu'après avoir précisé que Gelein renvoie à Lampein, éclairer, briller, et à Antein, dans le sens de fleurir, le lexicographe renvoie pour l'entrée Gelenos à Asphodelos et à Narcissos. Le terme Gelenos se présente donc comme une épithète proche du sens de Antios, fleuri, en s'appliquant aux asphodèles et aux narcisses, fleurs qui s'épanouissent dans la prairie de Corée et Perséphone, comme l'exprime de manière complémentaire l'Odyssée, l'hymne homérique à Déméter, ou encore, à des époques plus tardives, Lucien de Samosate, Hérodien le grammairien, ou encore la Souda. L'asphodèle est la fleur des morts, que l'on plante régulièrement sur leur sépulture. Dans ce contexte religieux et funéraire, la plante est celle de Corée, d'Artémis, ces deux divinités étant couronnées avec à Rhodes, d'après la Souda, mais aussi d'Hécate, dont le culte est, entre autres, bien attesté en Phrygie. La valeur alimentaire de la racine tubéreuse de l'asphodèle est reconnue même par Théophraste à l'époque hellénistique, ou encore plus tard par Pline l'Ancien, qui la conseille cuite sous la cendre, agrémentée de figues écrasées, etc., alors que Galien la considère comme une nourriture pour paysans affamés. Pour notre propos, il importe de souligner l'existence d'un fragment d'Aristophane évoquant de l'asphodèle qui cuit dans de grandes marmites, parce que cela fait songer au rite des Cutroï lors du 3e jour des Anthestéries, à l'occasion duquel on offrait une préparation culinaire sacrée à Hermès Chtonien. Sur ce point, l'hymne homérique à Hermès se fait l'écho de traces de pas allant vers la prairie d'Asphodèle, ce qu'il faut sans doute mettre symboliquement en rapport avec les vestigia dédiés à Némésis à l'époque impériale. La prairie de Corée, dont il est question, évoque d'une part la félicité et la lumière, d'autre part les mondes infernaux obscurs et inquiétants, dont il a été question un petit peu ce matin, en constituant une interface entre morts et vivants, au point que la fille de Déméter s'approche en quelque sorte du gouffre en cueillant le narcisse qu'avait fait croître Gaïa. C'est à cette interface entre réel et imaginaire que nous renvoie manifestement la toponymie en question. Vous avez donc l'Antios, donc c'est le site d'Antioche de Pisidie, là, et l'Antios qui coule juste derrière dans ce ravin. On retrouve le ravin ici, là, l'Antios canalisé coule à cet endroit-là et va vers la plaine que l'on retrouve donc ici, la plaine de l'Antios. Là, vous voyez en grossi par rapport à tout à l'heure, le site d'Antioche de Pisidie est ici. La plaine, la voilà. Comme vous voyez, on a quelque chose de particulier, on est sur les hauts plateaux, et là c'est juste après, nous sommes en été, juste après la moisson. Au loin, vous voyez le lac d'Eirdir qui a été présenté ce matin et sur lequel j'aurais à dire quelques mots à propos d'un texte qui a été évoqué ce matin et qui mérite le détour, qui mérite qu'on y revienne. Notre vue du Karakouyou, c'est-à-dire de l'endroit qui héberge le grand site de Men Ascaenos, et donc là, l'endroit que j'évoquais, là, ici Gelendost, avec vous voyez, d'une zone nettement plus verte, hein, qui se prête très bien à l'agriculture. Le texte vous a été présenté brièvement tout à l'heure, et il est marquant ce texte parce qu'il évoque trois toponymes, dont un qui nous renvoie à de hautes périodes, cela ne fait pas de doute. On peut le traduire à peu près ainsi. Il a été difficile à traduire, mais j'en dis quelques mots. En 1885, l'épigraphiste Sterret découvrait à Oulu-Borlou, sur le territoire de l'ancienne Apollonia Mordiaion, qu'on a aperçu tout à l'heure, à l'ouest du Grand Lac, une inscription qui allait à juste titre faire couler beaucoup d'encre et frapper les imaginations pendant longtemps. Il s'agissait d'un décret honorifique grec de 15 lignes, peut-être 16 d'après Anderson, aux lettres malheureusement assez effacées, ce qui a pu susciter la méfiance bien compréhensible de certains épigraphistes, en plus des difficultés d'interprétation historique et topographique consécutives à différentes restitutions. L'autre aspect qui a rebuté les chercheurs est que nous ne connaissons cette inscription que par la copie de Sterret, lorsqu'il l'a vue en 1885, lequel faisait cependant preuve d'une application certaine, puisque ni estampage ni photographie ne permettaient de travailler sur la pierre qui ne fut à notre connaissance jamais retrouvée. C'est Ramsay, le grand épigraphiste et historien, qui a confronté les lectures de Hirschfeld, de Adolf Wilhelm et de Henderson, ainsi que celle de Buckler, et la sienne, afin de fixer avec méthode et prudence la version la plus probable du texte au sein d'un savant article du début du XXe siècle.
Le début du texte incomplet pose des difficultés. Comme l'explique Ramsay, les restitutions à proposer furent complexes dans la mesure où les chercheurs pensèrent d'abord qu'un roi avait octroyé aux Apolloniades des terres prises sur le territoire de Timbriada, que j'ai évoqué tout à l'heure. D'après, qui est un terroir, on va dire, louvitophone, hein, si vous voulez, très pisidien, au sud de l'Anamazda. D'après une autre hypothèse, retenue par les reconstructeurs du texte endommagé, il semblerait qu'un intercesseur, peut-être un gouverneur romain, ait modifié une attribution territoriale royale pour favoriser Apollonia, qui était une cité montante dans la région, au détriment de la cité pisidienne de Timbriada. Ce dernier fait est assuré, car la stabilité de la fin de l'inscription est assez clairement établie. D'après les restaurateurs du texte, donc, on peut traduire à peu près de la sorte. Si le moment exact de cette modification territoriale reste à fixer plus précisément, on se trouve entre l'époque de Sylla, on va dire les guerres mithridatiques, vers 85 avant notre ère, et l'époque de la création de la province romaine de Galatie, suite à la mort du dernier roi galate, donc de Galatie, Amintas. On a affaire à la passation de 3 portions de territoire civique de Timbriadas, qui passent donc sous la coupe d'Apollonia de Pisidie, mais il reste à expliquer cela. La première chose, évidemment, qui frappe, c'est cette question de... je vais présenter d'abord la tête de serpent, ensuite l'Olonne, et je terminerai par le pays d'Urama. Pour ce qui concerne la tête de serpent, Ramsay identifiait curieusement la tête de serpent au promontoire coupant le lac, le grand lac, en 2 parties, le lac Euran au nord et Irdir Gelu au sud. Alors qu'il est peut-être plus sage, plus logique en tout cas, de distinguer dans cette tête de serpent la forme du lac lui-même, en fait, dans sa partie nord, sachant que, évidemment, vous allez me dire, c'est une photo prise par avion, mais du sommet des montagnes, du Karakoujda ou bien du Barlada, qui culmine quand même à 2800 mètres, on pouvait tout à fait apercevoir, peut-être pas quelque chose d'aussi net, mais tout de même, cela semble assez frappant. En tout cas, on peut émettre l'hypothèse, je pense, sans trop de difficultés. L'apparition est tout de même assez saisissante, là, pour ce qui concerne le nord de ce lac. Il est notable, et cela a été présenté tout à l'heure, qu'un passage proche du territoire de Parlais, donc à peu près par ici, là, si vous voulez. Hein, donc là, on a le nord du lac, le Rangelu, ici, là, et là, le sud, la plus grande partie. Guy Labarre vous a montré une très belle photographie qui a été à peu près prise de cet endroit-là, à l'ouest du lac, où l'on voit ce passage étroit qui fait à peu près, je crois, autour de 1300 mètres, et qui permettait de franchir effectivement le lac assez facilement, comme mon collègue l'a dit. Ce n'était pas forcément un obstacle à cet endroit-là, et on pourrait même évoquer, peut-être, dans l'estuaire de l'Antios, qui est à peu près ici, là, du côté de Gelendost, peut-être une partie du territoire cultivable de Parlais, qui est extrêmement escarpé de l'autre côté du lac. Et là, à propos de toponymie, je crois que ça s'impose, les Turcs appellent cet endroit-là Bulbul Boğazı, c'est-à-dire la gorge du Rossignol. À propos de Rossignol, j'en profite pour évoquer brièvement un toponyme de Phrygie Paroré, à savoir Philomélion, qui est situé à Akşehir, de l'autre côté. On l'avait vu sur la carte tout à l'heure, sur la carte du tout début. Vous avez Philomélion, donc ici, moderne Akşehir, là de ce côté, donc sur les versants orientaux de la chaîne du Sultanda, qui joue un rôle éminemment structurant dans la géographie locale. Et donc, à propos de Philomélion, eh bien, un historien pensait que le toponyme venait de Philomela, nom latin poétique du rossignol, justement, à mettre en rapport avec la fille de Pandion, enlevée par son beau-frère Thérée et changée en rossignol. On a ça dans les Métamorphoses d'Ovide et dans les Géorgiques de Virgile, par exemple. Mais Louis Robert, dans ses noms indigènes de l'Asie mineure gréco-romaine, rappelle dès 1963 qu'en fait, dès 1911, Wilhelm avait démontré que Philomélion provenait du nom de Philomélos, fils de Lysias, dynastie hellénistique du IIIe siècle avant notre ère, possiblement général de Séleucos Ier. Ce sur quoi Louis Robert conclut « Tant pis pour les rossignols ». On notera en outre que Philomélion est reconnu comme étant situé sur la localité moderne de Akşehir. Or, au IIe siècle de notre ère, Ptolémée le géographe indique que Philomélion correspond à Azari, qui a été corrigé par Honigman Aksari, ce qui renvoie sans doute manifestement au toponyme d'Akşehir, le toponyme moderne. Pour en revenir à cette tête de serpent de notre inscription perdue, les aspects religieux doivent en outre être pris en compte, d'autant que les épisodes mythologiques mettant en scène la figure du serpent sont nombreux, et ce symbole chtonien par excellence a souvent permis
l'intégration, voire la fusion de cycles mythologiques se rapportant notamment à Apollon, à Déméter, à Asclépios, à Cybèle, à Dionysos, etc. Dans la vie de César, de Plutarque, lorsqu'il en vient à Pompeia, épouse du dictateur, eh bien, l'auteur évoque à propos de la Phrygie des mystères de Bonadea, et il nous dit « Or, les Romains ont une divinité qu'ils nomment Bonadea, assez semblable à la Gynécia des Grecs. Les Phrygiens l'ont adoptée et voient en elle la mère du roi Midas. Les Romains prétendent qu'il s'agit d'une dryade qui fut l'épouse de Faunus. Quant aux Grecs, ils en font une des mères de Dionysos, celle qu'il est interdit de nommer. C'est pour cette dernière raison que l'on célèbre sa fête en dressant sur des tonnelles des sarments de vigne et en plaçant auprès de la déesse, conformément au mythe, un serpent sacré. Les mystères étaient l'occasion d'actualiser dans la région des mythes grâce à des rites, des processions et des initiations qui ont dû avoir lieu sans doute autour de ce lac-là. On le sait parce que des mystes sont attestés par une inscription à Apollonia de Pisidie d'un côté du lac, et de l'autre côté du lac, un très puissant Thias dionysiaque était actif pendant l'époque impériale romaine et sans doute dès l'époque de la fondation hellénistique. Quelques mots sur l'Olone, là. Et donc, mon collègue en a parlé brièvement tout à l'heure. Un Olone est, chez le géographe grec, et notamment chez Strabon, une façon de décrire une vallée longiligne. On l'utilise aussi bien pour le Rhône que pour la plaine de la Bekaa, au Liban, par exemple. Et on a cherché où était cet Olone qui a été donc pris à Timbriada, au territoire de Timbriada, pour être donné à Apollonia, parce que la cité était un peu puissante, était plus puissante à cette époque-là, à la fin du 1er siècle de notre ère, avant notre ère. Ronald Syme, le grand historien romain, pensait qu'il s'agissait plutôt de cet endroit-là, qu'il percevait comme un Olone, ou peut-être plus vers le nord, surtout ici, là. Peut-être aussi parce que le texte qui a été présenté de la Wolf Expedition de Sterret, eh bien, évoque un toponyme qui est Missulone, et en raison du toponyme là, Missulone, qui est ici, là, eh bien, Syme en avait conclu qu'il s'agissait de cela. En réalité, lorsqu'on regarde un petit peu, le texte nous dit qu'il y a une descente vers Missulone, là, cela monte en fait, en direction du Sultan d'As, cela ne convient pas. Donc j'ai essayé de chercher cet Olone ailleurs, et on a ici le territoire de Timbriada, actuel Aksou aujourd'hui, avec un assez beau terroir. On est, je vous rappelle, le lac à peu près ici, le lac des Irdir, là, le territoire d'Antioche de Pisidie, ici. Là. Et lorsque on va un petit peu plus vers l'ouest, vous avez donc la pointe méridionale du lac ici, et vous avez une vallée exceptionnelle, c'est le Polier de Kovada, qui se jette dans le lac de Kovada, qui descend, là, cela fait une vingtaine de kilomètres de longueur, et vous avez vu que c'est assez exceptionnel, assez frappant visuellement, et à peu près 1300 mètres de largeur ici, là. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les qualités édaphiques de cet endroit-là sont exceptionnelles par rapport à tout le reste de la région. Je veux dire par là que pour ceux qui ont travaillé sur les qualités des sols et sur les cultures au XXe siècle notamment, mais qui reflètent les qualités des sols, eh bien, cette zone que vous voyez ici, qui correspond au Polier de Kovada, est le seul endroit où l'on peut cultiver sans jachère. C'est donc pour cette raison-là, manifestement, qu'Apollonia a tenu à récupérer la meilleure terre autour du lac, si vous voulez, cette fameuse Olone qui a été prise au territoire de Timbriada, qui se trouve ici. La plaine d'Apollonia, la voici. Le lac est ici, un peu plus à l'ouest. Et vous voyez qu'Apollonia possédait un magnifique terroir, en réalité, hein, mais cela ne lui suffisait manifestement pas. Et c'est la raison pour laquelle elle a tenu à s'emparer de cette partie supplémentaire d'un meilleur terroir, si vous voulez, encore que le sien, plus réduit, mais très intéressant pour la raison que je viens d'évoquer. J'en viens maintenant au fameux pays d'Urama. La simple évocation du pays d'Urama donne déjà l'impression de toucher plus ou moins à la légende, on va dire au moins lorsqu'on est à l'époque impériale romaine. Ramsay a conjecturé il y a longtemps que le pays d'Urama s'étendait à l'est du lac des Irdir, sur ce qui devint le territoire d'Antioche de Pisidie. Donc, si vous voulez, un peu plus au nord, vous avez toujours le lac ici, là, un peu plus au nord de l'Anamazda qui est ici. Et nous le suivons a priori sur ce point en tentant d'apporter pour l'instant quelques précisions. Deux inscriptions, l'une d'Apollonia, l'autre d'Anaboura, dans la plaine kilanienne qui est au sud de la plaine d'Antioche, nous donnent respectivement les noms d'Urama, le texte que nous venons de voir tout à l'heure, mais aussi le nom d'un personnage, un anthroponyme qui est Uramoas,
en rapport avec la région située entre le lac des Irdir et la chaîne montagneuse du Sultanda. Urama est bien sûr une manière grecque de transcrire un nom beaucoup plus ancien. De nombreux noms hittites débutent par l'adjectif louvite Ura, grand, ce que l'on connaît par exemple sur une bague de cognac gravée en hittite hiéroglyphique. René Lebrun et Ladislav Zgoustin reconnaissent dans l'élément final ma, avec un redoublement du M, un neutre pluriel. Pour ma, deux interprétations sont possibles. On peut penser à Ma, la déesse de Comana, qui aurait été remplacée par Men suite à l'hellénisation de la Phrygie par Orée d'après Ramsay. Par ailleurs, en langue lycienne, héritière directe du louvite, l'adjectif neutre pluriel Maya s'applique au nom de lieu avec un sens littéral qui s'approche de appartenant à une habitation propre à l'habitat, non sans rapport avec le verbe bâtir. Je tiens cela de René Lebrun en l'occurrence. Avec Maya, sous une forme réduite, Ma, on pourrait donc comprendre Urama comme les grands lieux propres à l'habitat. Puisque nous sommes ici dans une perspective toponymique, on est en droit aussi de s'interroger sur l'origine du nom de la chaîne montagneuse que j'ai évoquée, qui est Anamas, qui sépare Timbriada et la plaine kilanienne. Dans le texte d'Anabura, cité ancienne au sud d'Antioche de Pisidie, Uramoas est sans doute devenu un nom en référence à une divinité et ou à un roi dont un personnage semble être le descendant, au moins à titre symbolique. Il importe de tenter de définir ce que fut territorialement le pays d'Urama. Le texte d'Apollonia évoque de cette façon un territoire qui appartenait précédemment à la cité de Timbriada, au moins en partie. Il est possible qu'Urama ait été au 2e millénaire avant notre ère le nom d'une principauté hittite qui englobait l'espace naturel situé entre le lac des Irdir et la chaîne du Sultanda, peut-être avec la plaine kilanienne. Sur ce point, il est intéressant de souligner que les tablettes de culte épais, à savoir celles qui ont été trouvées dans l'ancienne Kanesh, près de Césarée de Cappadoce ou de Kayseri, si vous voulez, ont livré un toponyme identique, exactement identique, Urama, que Cécile Michel, dans un article de 2008 issu d'un recueil sur la topographie toponymie publié par Karl Strobel, place en Cappadoce, à l'est de Kanesh. Y a-t-il un rapport entre ce pays d'Urama, là, en Cappadoce, si vous voulez, et les Urumayus vaincus par Téglat-Phalasar Ier, d'après Massimo Forlanini? On pourrait le penser. Quels sont exactement les rapports entre Urama de Phrygie pisidienne et Urama de Cappadoce? Ça, c'est une question qui reste entière, et c'est aux spécialistes du 2e millénaire et du début de la première partie du 1er millénaire que je pose la question en espérant leur concours. En Phrygie pisidienne, en tout cas, la donne dut changer suite à l'arrivée des Thraco-Phrygiens, puis à la fin des Phrygiens, surtout à la fin du 2e millénaire, dans le cadre d'un nouveau partage de l'espace, dans la région que je viens d'indiquer. Mais nous sommes peu renseignés sur cet aspect. On note toutefois qu'aucune inscription paléophrygienne n'a été pour l'instant découverte en Phrygie par Orée. En revanche, je l'ai abordé tout à l'heure brièvement, les inscriptions néophrygiennes d'époque romaine s'y distribuent dans cette région-là, mais uniquement sur les bordures montagneuses et non dans les plaines, en fait. C'est vrai, par exemple, dans oui, on pourrait prendre là. Là, par exemple, les inscriptions néophrygiennes qui ont été trouvées, elles sont, par exemple, à Buyuk-Kabadja, ici, là, ou encore donc, sur les contreforts méridionaux du Karakouchda, ici, ou encore sur les contreforts septentrionaux, là, du Barlada, sur lequel, d'où la photo a été prise, à l'ancienne Timandos. Mais cela tend à montrer que les colons gréco-romains, a priori, ont quand même mis la main sur l'essentiel des terres, et dans cette région-là, spécialement ceux d'Apollonia de Pisidie. Je vais conclure. Comme l'a confirmé Claude Brix, la quarantaine d'inscriptions épicoriques connues en langue pisidienne provient exclusivement du territoire de Timbriada, des régions des toponymes modernes d'Aksou, de Sofoular, de la Yaëla, de Sénitli, etc., une quinzaine de kilomètres au nord d'Aksou. La plus longue d'entre elles a été découverte récemment à Kesmé par Guy Labarre et Mehmet Özet, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Aksou. Les textes pisidiens les plus méridionaux connus ont été mis au jour à Deirmen Özü, dans le cours de l'Eurémédon, dans un endroit extrêmement encaissé, avec un territoire cultivable extrêmement réduit, puisqu'on avait plutôt affaire finalement à des pasteurs, si vous voulez, à des gens qui s'engageaient dans les armées séleucides, par exemple. On le sait parce qu'on a des tombes avec des noms pisidiens, par exemple en Phénicie, à Sidon, pour donner un petit exemple. On a donc là quelque chose de très particulier, avec un peuple, visiblement, qui n'a plus accès, si vous voulez, à des territoires cultivables, et avec un mode de vie aussi qui était adapté à la région et aux autres peuples vivant dans ces lieux.
D'après les inscriptions néophrygiennes et pisidiennes datant de l'époque impériale romaine, donc d'une époque assez tardive, vous l'avez compris, la région de Yenitli, qui est aussi celle où l'Eurymedon prend sa source, semble avoir constitué la limite linguistique entre les Phrygiens au nord et les Pisidiens au sud, cela à l'est du lac d'Eirdir. En outre, il s'agit apparemment de la limite territoriale entre Timbriada au sud et Antioche de Pisidie au nord à cette époque. Ramsay pensait que la basse vallée de l'Antioche, sur le territoire communal de l'actuel Gelendost, correspondait au pays d'Urama. Cela est possible, mais il apparaît que la portion d'espace évoquée dans le décret honorifique d'Apollonia sous cette dénomination était peut-être davantage la région de Yenitli et de Gökçeöyük, notamment parce qu'un assez bon territoire cultivable existe près des rives sud-orientales du lac, à Mamatlar, que l'on voyait sur la dernière photo que j'ai montrée ici, Mamatlar. Voilà donc les quelques éléments toponymiques dont je souhaitais vous parler un petit peu aujourd'hui en vous présentant cette Phrygie pisidienne à l'histoire si riche. Vos remarques sont les bienvenues, bien entendu, parce qu'il semble, et je le dis en introduction, je terminerai par cela, il semble de plus en plus clair que l'histoire des hautes comme des basses périodes s'éclaire mutuellement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un atlas anatolien incluant la haute Mésopotamie, je le souligne, et couvrant l'histoire et l'archéologie du 2e millénaire avant notre ère au 5e siècle de notre ère, a été lancé récemment. Merci beaucoup de votre attention.